c'est autre chose. Après, après je m'en sors bien et je suis content de ce que je fais pour l'instant. Et je pense avoir trouvé la bonne formule maintenant pour trouver ce qui marche pour moi. Et je suis content, je vais revenir en France, me préparer. Je vais me préparer chez moi à Saint-Malo grâce à mes partenaires privés. Que tu peux Donc, citer d'ailleurs. ouais, que je peux citer. Non, non, j'ai un contrat avec la police nationale qui m'aide depuis 3 ans à préparer les Jeux. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays et qui est très très important. Exactement, j'en suis fier, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a énormément de médailles olympiques qui sont gagnées grâce à ça. Et d'avoir des sponsors qui nous aident sur 3 ans, 4 ans, c'est ce qu'il nous faut. Et donc c'est vraiment super que la police fasse ça. J'ai aussi la ville de Saint-Malo qui me suit maintenant depuis 3 ans. Et c'est un vrai plus pour moi. Et mon équipementier Adidas qui me fournit des tenues pour me préparer. Donc voilà, les jeux s'annoncent bien et j'espère pouvoir amener une médaille et la faire partager à tous les gars du roller et revenir aux 3 pistes en 2014 avec une médaille à montrer. Oh oui, qu'on aimerait ça, dis donc. Alors quelle impression ça te fait quand tu reviens sur un trophée comme les 3 pistes? Alors ça t'aide à ta préparation bien sûr, tu viens aussi pour taquiner un petit peu, hein. T'es pas là en villégiature non plus parce qu'en face de toi t'as un autre quintuple champion du monde qui est Yann Guyader. Vous vous adorez, vous détestez en même temps, c'est-à-dire qu'on s'adore en dehors de la piste, on se déteste sur la piste, c'est-à-dire qu'on se déteste sportivement parlant, on est là pour se tirer la bourre un petit peu. Est-ce que avant qu'on reprenne sur la course, est-ce que tu regardes ces jeunes catégories? Là on a les minimes filles qui vont patiner. Quelle impression ça te fait ces jeunes pousses? Chez les minimes filles, je vois pas mal de Colombiennes qui sont sur la première ligne de départ. Il y a une relève sud-américaine qui pousse dans les jeunes catégories. On les avait vus chez les grands, les Botero et d'autres avec lesquels tu avais l'habitude de patiner, toi d'ailleurs, dans les équipes pro comme Rollerbay dans lesquelles tu étais. À l'époque, ça peut paraître vieux. Toi, Alexis Contin, quand tu regardes ces jeunes pousses, finalement, c'est le fruit de l'exemple qui a été donné par les élites. Ça pousse derrière. Hein. Ça pousse. Il y a une grosse école en Colombie qui a été amenée par le gouvernement et qui a choisi de privilégier des sports il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est vrai que au niveau des jeunes, surtout chez les filles où les filles ont vraiment une qualité de patinage et une vraie école colombienne. Donc maintenant, c'est à nous de relancer en France. Je pense qu'on a aussi une belle école française. Donc la fédération fait un travail de titan avec les pôles, avec les clés, avec tout ça. Et on en voit aussi le fruit, puisque mine de rien, on est quand même présent tout le temps. Il y a tout le temps un champion du monde qui ressort tous les 2-3 ans. Cette année, le doublé que tu as fait avec Ewen Fernandez de toute beauté, sous une pluie battante. Ouais, cette année on a fait des belles choses avec Ewen. Bon, il faut aussi le reconnaître, on est tous les deux des produits fédéraux, on sort tous les deux des pôles. Et donc il y a une école colombienne, mais je pense qu'il y a aussi une école française avec une vraie expertise de nos entraîneurs. On a beaucoup de cadres d'État. Et c'est aussi des phénomènes de mode. Donc maintenant j'ai l'impression que dans les petites catégories ça revient. Il y a avec les kids rollers, tout ça, des choses qui sont mises en place qui permettent d'amener les petits. Et je suis impressionné quand je reviens en Bretagne de voir le nombre de patineurs et surtout les patineurs de qualité. Donc j'ai confiance pour la France. La terre bretonne a toujours été une terre pourvoyeuse en matière de talent roller skating, que ce soit la terre bretonne ou Loire-Atlantique aussi. D'ailleurs, en parlant d'avenir, justement, tu parlais des cadres, on va les citer, que sont Alain Nègre, Arnaud Giquel, Mathieu Bauer. Voilà, on ne présente plus Arnaud Giquel en matière de roller skating. Pascal Thomas Briand, bien sûr, évidemment, Thomas Boucher, qu'on cite pour les catégories jeunes et pour les. Est-ce que toi aussi, tu vas vouloir à un moment faire partie de cet encadrement et livrer un petit peu de ton expertise? Yann, lui, est parti vers d'autres aventures vénézuéliennes. Est-ce que tu as eu des propositions dans ce sens-là ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Et peut-être à la manière d'un Zidane pour le football, pendant que c'est parti pour les minimes filles, la première course à élimination, les Colombiennes en tête. Est-ce qu'il comme un Zidane du roller que tu pourrais être, tu aurais envie de passer tes diplômes et un jour de devenir entraîneur national ou même d'un club? Ouais, bien sûr. Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ma carrière et sur mon double projet. Glace roller, c'est déjà compliqué. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est clair que je prends plaisir à fournir quelques conseils. Je peux pas le faire au quotidien puisque j'ai pas le temps. Mais quand je repasse sur le club de Saint-Malo, j'ai plaisir à venir à l'entraînement et de les faire souffrir un petit peu. Et donc oui, pourquoi pas. Après, est-ce que la France a besoin d'un Alexis Contin pour remarcher? Non, c'est pas vrai. On est déjà en place très bien. Mais pas dans ce sens-là, mais voilà, continuer l'affiliation et continuer d'offrir finalement l'expertise dont tu fais partie, même si on a de superbes cadres techniques, mais tu pouvais peut-être participer à cet élan. Enfin, pour l'instant, c'est une réflexion que tu es en train de mûrir, quoi, j'ai l'impression. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, je pense que j'aurais envie de transmettre mon expérience plus tard. Mais ce qui compte, c'est les 3 points, quoi. ce qui compte, c'est les 3 points. On a bien joué. Et voilà, et on prend match après match. Et voilà, on verra le FC Barcelone, ce sera mardi prochain. On va parler un petit peu de ce qui est en train de se passer sur la piste avant de revenir à toi. C'est la première course à élimination qu'on voit de l'après-midi. Valence d'Agen, c'est une piste parfaite pour la course à élimination. Comment il faut courir intelligemment une course à élimination? D'abord, je voudrais passer sur le petit point de Valence d'Agen. C'est vrai que c'est une piste parabolique.
On ne les fait plus maintenant parce que la FIRS a décidé d'imposer une piste. Moi, ça m'attriste personnellement si on devait en discuter un peu. Non, moi aussi, je pense que le spectacle a perdu un petit peu. Après, c'est important pour le CIO que tout le monde passe sur les mêmes pistes, tout ça. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Ça perd un peu de son charme technique. Ah, complètement, là, Ouais, tu parles, voilà. On est les vieilles générations. Voilà. Mais non, c'est une super piste. Il y a énormément de trajectoires. Et c'est une piste aussi évolutive, donc on court pas du tout pareil, que ce soit en minime, donc les minimes filles, minimes gars, juniors, que nous les seniors, on n'a pas les mêmes trajectoires. Là on voit que la Colombie verrouille la course de l'avant et va essayer de mettre en place une vague. C'est vraiment comme ça qu'il faut courir, si on a une équipe il faut se mettre devant, faire la vague. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que ça va être compliqué pour moi ce soir. C'est ce que j'allais dire, ça va te renvoyer à tes propres difficultés ce soir parce que tu es face à l'équipe EOSkate pour la course à élimination ce soir qui vont sans doute vouloir faire la même chose. Comment tu vas te dépatouiller toi? C'est par l'extérieur en règle générale qu'on arrive un petit peu à se faufiler par ici, mais c'est compliqué parce qu'on se fait serrer dans les barrières à l'extérieur du virage aussi. Hein. Je vois mes adversaires qui sont sur la 3G en train d'essayer d'avoir les petits trucs, donc je vais pas en parler. Mais c'est vrai parce qu'il y a pas mal de gens autour de la piste en train d'écouter les commentaires. Non, je rigole. Non, m'en sortir, on va voir, hein. C'est une course longue, je prends le temps, je m'affole pas et finalement c'est aussi plus facile de courir tout seul parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de ses coéquipiers et c'est pour ça que je suis venu ici pour courir avec ma nouvelle équipe Bont. Malheureusement on n'a pas pu faire venir les étrangers et mon coéquipier Gondal Piver est malade, donc je me retrouve tout seul, mais c'est sympa et c'est le jeu aussi. EOSkate met les moyens et nous met une grosse équipe sur les 3 pistes, à moi de contourner leur tactique. On n'était pas complètement tout seul parce que j'ai cru voir une petite organisation avec Brian Lépine qui est en train de se mettre en place. Est-ce que je dis des bêtises en disant ça? Je sais que vous êtes potes dans la vie, donc non, c'est des bêtises. Ah d'accord, j'ai rien dit du tout. Non, il y a pas, je fais pas l'organisation et tout ça. Quand je viens en roller, c'est pour prendre du plaisir, donc s'il faut que je cours pour quelqu'un, ça enlève du charme, donc je me débrouille. Je fais de mon mieux et on verra si ça passe. Mais Yann est en forme et assume son rôle de favori ce week-end. C'est bien aussi que les choses soient claires et c'est normal qu'au mois d'avril je puisse pas être performant. Ouais, mais ça va bagarrer ce soir, croyez-moi, il va falloir être là pour le 20 km élimination. Les Colombiennes qui sont toujours en tête, on va aller ensemble jusqu'au terme de cette course des minimes filles. Alex, voilà, ça suit la tactique que tu avais déjà imaginée, tu l'as senti tout de suite, hein, c'est pas pour rien que tu es quintuple champion du monde. Bah, les Colombiennes sont devant, sont en train de bloquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que Tiens, en matière de préconisation, pendant qu'on suit la course, qu'elle est en train de se décanter gentiment mais sûrement, puisque tout le monde, ce petit monde sera éliminé jusqu'aux 5 dernières ou aux 4 dernières finalistes. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos jeunes pousses qui nous écouteraient, aux entraîneurs éventuellement? Qu'est-ce qui est, à ton sens, en tous les cas, le plus important à travailler d'abord dans ces jeunes catégories? Est-ce qu'il faut penser foncier? Est-ce qu'il faut penser technique d'abord? Technique. Il y a des grosses différences de gabarit dans ces catégories qu'on peut pas éliminer même avec un énorme entraînement. Donc faut être patient. Si on a un athlète qui est un peu en retard au niveau de la puberté ou qui grandit un peu moins vite, il peut compenser avec la technique, et surtout quand lui va prendre de la force, ça va faire mal. Ça va faire mal, donc technique et je pense qu'au niveau du peloton et tout ça, c'est important que les jeunes courent. C'est important que les jeunes courent toutes les courses, du 200 mètres à la course à points. J'aime pas voir dans les jeunes catégories quelqu'un qui se spécialise déjà fondeur ou sprinter. Pour moi, c'est des conneries avant 18 ans. Donc il faut vraiment que les jeunes courent tout, les entraîneurs les poussent à tout courir, même plus travailler leurs points faibles. Donc si quelqu'un n'est pas fort en vitesse, de toute façon il faut savoir qu'au championnat du monde le tour lancé de l'élimination va aussi vite que le tour lancé du 300 mètres. Ouais, donc c'est hyper important d'avoir le foncier, d'avoir la technique, mais d'avoir cette pointe de vitesse qui va presque à 60 km/h maintenant. Il faut être capable d'aller presque la pointe de vitesse, c'est la base du roller. Après on fait du roller de vitesse. Bon, tout le monde ne peut pas ouvrir en 9-2, 9-3 et c'est là où ça devient compliqué sur le 300 mètres. Mais je pense que quelqu'un qui prétend à des médailles sur les monts, tout ça, s'il ne peut pas faire un tour lancé sur une nouvelle piste en 15, c'est pas possible. On le voit bien, les mecs qui gagnent les fonds peuvent gagner le 1000 mètres et les mecs qui gagnent le 300 peuvent gagner le 1000 mètres aussi. Donc la pointe de vitesse, et voilà, je pousserai les entraîneurs à venir sur les grosses courses, à venir sur les 3 pistes, parce que c'est la course de l'année en France où on peut acquérir de la maturité dans le peloton. Et malheureusement, on voit des fois sur les championnats d'Europe jeunes, des jeunes qui sont pas à l'aise dans les pelotons, et pour moi ça ne devrait pas exister. Quelqu'un doit être
fluide dans un peloton. Ouais, c'est normal. D'ailleurs, moi, je nourris quelques regrets. Je pense qu'on pourrait partager cette réflexion ensemble, de voir un super circuit sur la route qui est en train de se développer, la distance marathon qui est devenue une distance reine, parce que souvent, cette dernière peut se courir en centre-ville et ça permet d'avoir une belle exposition pour le roller. Ça nous fait des belles étapes à Rennes, notamment, capitale de la terre bretonne que tu connais bien aussi. Ça nous fait des belles étapes à Dijon et dans d'autres villes aussi. Mais on regrette qu'en dehors des 3 pistes, on ait un circuit de pistes qui soit pas du tout le même qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, on avait vraiment une saison piste, on avait une saison route, et maintenant, j'ai l'impression que on se focalise un petit peu plus sur la route. C'est un peu dommage, je trouve quand même. Ça fait je pense que c'était vrai il y a quelques années. Ça revient. J'ai le sentiment que le roller revient sur la piste. Par exemple, il y a quelques années, si on gagnait Berlin en marathon, on avait déjà fait une belle saison. Maintenant, tu gagnes Berlin et si tu n'as pas des champions du monde, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas une belle saison. Donc les championnats du monde sont redevenus l'événement majeur de la saison et je pense que ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le roller. On a peut-être évolué trop vite à un moment avec le marathon, avec ce phénomène de mode qui est arrivé au début des années 2000, du roller et tout ça. C'était peut-être un peu trop gros pour le roller, on n'était pas prêt pour ça et surtout on l'a mal géré. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle école qui arrive, il y a des courses sur piste qui se mettent en place en Europe et j'ai confiance et j'ai envie d'avoir confiance dans le roller. Je le vois pas du tout comme un sport sur le déclin et je pense que c'est un sport de passionné et quelque chose de magnifique. Donc franchement avec les nouvelles politiques fédérales qui sont mises en place, tout ça, j'ai confiance et je pense qu'il va y avoir un nombre de patineurs qu'on va réussir à garder et ça va nous redonner de très belles courses. Ouais, sans doute, à l'image de ce qu'on est en train de voir en ce moment à l'écran. Là, on va se pencher un petit peu sur ce qui se passe en direct puisque la course est en train de se décanter un peu. Et finalement, ça n'a pas beaucoup bougé depuis ce qu'on disait tout à l'heure. Les Colombiennes sont toujours en tête pour le moment. Alors, on voit un phénomène qui est assez sympathique dans les courses à élimination. C'est dans la dernière ligne droite avant l'élimination, avant que la dernière patineuse du peloton soit éliminée et soit invitée à rejoindre le centre de la piste. On a toujours un peloton qui s'écarte et qui fait une grande ligne de front comme ça. C'est aussi à un moment dans l'élimination une possibilité pour vous, les patineurs, pour nous aussi, moi qui l'ai été aussi. On se fait piéger parfois à ce moment-là. On croit qu'on est bien placé, on croit qu'on est 5-6e, le peloton s'écarte de front comme on le voit à l'écran à l'instant même. Et puis quand on est au milieu, on ne peut plus patiner parce qu'on est enfermé à droite, à gauche, on n'a plus l'espace de pouvoir patiner. Ça déborde par l'intérieur, ça déborde par l'extérieur. Et finalement, on se retrouve un peu bête et on se retrouve éliminé. Ça t'est déjà arrivé ce genre de... Ça m'est déjà arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte. Mais pour moi, la course à élimination, c'est la plus belle course. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Donc là, on va pas... C'est pas la peine qu'on en parle. Parce qu'elle est belle, parce que c'est une course dans laquelle il faut, c'est à mon sens la quintessence du roller. C'est-à-dire que voilà, c'est la course tactique, c'est la course physique. Et au contraire, la course à points, je trouve que c'est un peu gâché puisque c'est pas forcément le mec qui passe c'est un peu compliqué à comprendre déjà pour le public. En plus, Et là, la course à élimination, si tu vas pour la gagner, tu as le dernier tour en tête et franchement, il n'y a rien tel que de passer la ligne en premier et de savoir qu'on a gagné la course, c'est un sentiment. Puis il faut être filou quand même, qu'on se le dise un petit peu. Le roller est un sport un peu de filouterie par moment. Il l'est encore plus sur piste. Alors il l'est dans sa quintessence absolue quand on est aux 3 pistes parce qu'il faut être absolument un peu renard, si je puis dire. Complètement. Fennec de temps en temps. Et la course à points aux 3 pistes à Valence d'Agen, on a tous les ingrédients réunis pour la course de renard par excellence, quoi. Ouais, je pense que Reda part en connaissance de cause, il a eu des belles années et c'était un vrai filou. Donc on sent la passion. On sent la passion. Le mec qui a envie d'aller retourner sur les patins et qui a envie de retourner sur Valence d'Agen. D'ailleurs, j'ai une commune si tu veux m'aider pour ce soir. Ouais, écoute, je vais prendre le micro embarqué avec moi, mais je pense qu'à mon avis, au bout de 2 tours, je vais être un peu mal, quoi, tu vois, parce que j'ai pris un peu de kilos quand même, enfin, pas plus que ça. La course basson track, toujours les Colombiennes qui sont en tête comme ça, elles semblent hyper à l'aise. Patinage posé, patinage fluide, cloche qui retentit à chaque fois. Les Colombiennes sont bien, je pense qu'à noter aussi les deux ligues, Ligue Île-de-France et la Ligue Bretagne qui font plutôt une belle course, arrivent à se placer derrière les Colombiennes et on dépense pas plus d'énergie que ça, donc je pense que dans l'emballage final il y en a une ou deux qui va peut-être pouvoir aller chatouiller les Colombiennes, même si elles ont l'air un ton au-dessus et encore une fois techniquement c'est vraiment beau ce qu'elles font. Ah, j'aime beaucoup ces Colombiens, on va les voir dans toutes les catégories, les petites à grandir comme ça, effectivement les Françaises qui vont peut-être pouvoir aller les chatouiller un petit peu et ces Colombiens qui semblent vraiment bien verrouiller leur affaire. Ça c'est important dans une course à élimination, c'est de garder du jus au maximum, c'est d'en dépenser le moins. On dit même assez souvent que jusqu'à mi-course on se planque un petit peu, milieu de peloton, en évitant la chute gentiment mais sûrement, surfant sur l'extérieur du virage et puis c'est à partir de ce moment là que la course va vraiment commencer parce que là c'est chaud pour les éliminations, on peut vite se faire surprendre quand il reste 20 patineurs comme ça. Ouais, c'est là où c'est important d'avoir des coéquipiers devant, derrière qui contrôlent la course et qu'on n'ait pas trop de coups de patin à donner. Nous, je sais qu'en équipe de France, c'est même plus loin que la mi-course. Donc, que ce soit avec Ewen maintenant ou avant avec Yann, quand on courait, le leader est vraiment protégé jusqu'au. Non, vraiment, faut pas
idéalement, faut qu'il ait rien fait avant les 10 derniers tours. Donc c'est super important et c'est là où le sens tactique donne encore une plus grande ampleur. Et on voit, c'est une belle course. Hein. Là, il marche bien l'équipe. La région Bretagne qui vient de tomber, dommage, puisqu'elle était très bien placée. C'est ballot. Et pour revenir dans une course à élimination après une chute, là, c'est compliqué quand même. Hein. Pour revenir, c'est compliqué. Et puis, elle s'est pas relevée assez vite, donc ça va être dommage. C'est un petit peu gâché pour elle. Ouais. Sens tactique, sens technique, de l'endurance évidemment. Comment ça s'acquiert le flair et l'expérience comme ça sur les rollers? Je pense qu'il n'y a pas à tortiller. C'est en courant et en étant de plus en plus compétiteur. Ce que tu disais tout à l'heure, il faut s'aligner sur toutes les lignes. C'est en courant, il faut courir, il faut tout courir, même quand on n'est pas bien. Et c'est comme ça qu'on progresse, il n'y a pas de secret. À l'orage, comme ça, quand tu étais minime, tu venais faire les 3 pistes, mais tu n'avais pas la chance de pouvoir te mesurer. Alors, tu avais les Italiens bien sûr en face de toi, tu avais les Espagnols qui étaient là, les Allemands, les Belges à l'époque aussi, une génération qui était excellent. Mais nous, on avait aussi une grosse délégation américaine qui revenait. Et j'ai la chance ou la malchance que 86 soit une grosse année au niveau. Non. Joey Mantia. Oh, c'est pire. Joey Mantia, Fabio Francolini, et on avait aussi quelques Colombiens qui tournaient. Donc, assez tôt, j'ai pu me mesurer à ce qui se faisait de mieux au monde. Et après sur les années cadets, donc nous on avait 16-17 ans, les tours lancés et tout ça n'avaient rien à envier aux seniors et Joey Mantia allait aussi vite que les mecs qui gagnaient en senior. Donc, mais qu'est-ce qui devient d'ailleurs ce garçon? Il vient de temps en temps, il patine encore un peu? Non, Joey est sur la glace maintenant, ouais. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à Salt Lake City et sur la glace. Il s'en sort, il a un peu de mal à passer sur la glace mais il prend son temps et je pense qu'il va être compétitif. Et pour avoir patiné avec lui en roller en mois d'août, heureusement qu'il n'est pas bien cheval du monde. Ça peut se comprendre, ça fait partie des garçons qui ont une technique absolument irréprochable, comme Chad Henrik en son temps. Tiens, tout à l'heure, pendant qu'on est en train de s'approcher de l'emballage final et que les Colombiennes font étalage de toute leur classe en matière de maîtrise, elles sont toutes les 3 encore devant. C'est pas compliqué, elles ont quasiment mené la course de bout en bout. Hein. Tu l'avais senti dès le départ, Alexis fin limi en la matière, qui sentait bien. Derrière, on a les mains sur les cuisses et on sent que ça accuse un petit peu le coup, hein. Notamment pour les dernières françaises qui restent et notamment le dossard numéro 62. Dans cette épopée française, il s'agit de Lorenzato Laura pour les fous du Roland Viltel, ça c'est la région de Montpellier. Je disais tout à l'heure que c'est la double poussée, qui veut dire ce qui veut dire, on pousse une première fois puis avec le pied extérieur on a un second appui, ça permet, et là on le voit très bien à l'écran hein, qui est fait dans la ligne droite. Est-ce que tu es d'accord avec moi en disant que c'est Chad Henrik qui l'a apporté cette double poussée qui venait de la glace? Non, ouais, complètement, c'est lui qui a révolutionné et je pense que il n'y aura jamais de patineur aussi. Il y aura un avant et un après Chad Henrik. Il y a un avant et un après Chad Henrik et personne ne pourra jamais revendiquer le fait d'être meilleur que Chad. C'était juste extraordinaire. J'ai eu la chance de patiner avec lui sur ces dernières années et de courir. Et après de courir avec lui en glace, donc j'ai couru avec lui en roller et en glace. Et c'était, c'est comme il n'y aura jamais un nouveau Michael Jordan, il n'y aura jamais de Chad Henrik. Ah, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est en dehors de l'innovation du roller skating, parce qu'on pourra en parler, de ces platines en carbone, de ces roues de 110 mm, parce que quand tu as commencé, tu patinais avec 5 roues. Alors, les Colombiennes qui sont littéralement. Là, ouais, elle est vraiment au-dessus. Elle est même en train de prendre des consignes en disant est-ce que je ralentis, comment je fais, comment je la joue. Derrière, ça temporise. Devant, elle roule très fort, les mains dans le dos. Il y a une petite française encore hein, de Viltel qui arrive peut-être encore à pouvoir porter la concurrence, mais derrière, ça semble très difficile, même si Laura Lorenzato est en train d'essayer un petit peu de les chatouiller. Il y a eu la révolution technologique des roues de 110 mm avec lesquelles vous patinez en ce moment. On est passé de 5 à 4 roues et puis il y aura eu la révolution du patinage quoi. Même si un Français comme Yann Guyader, je le cite en exemple parce qu'il a vraiment des appuis qui sont absolument monstrueux. Toi tu as un gabarit aussi qui te permet aussi de pouvoir envoyer avec des segments qui sont très longs. Lui il a des appuis qui sont phénoménaux quoi. Ouais, Yann patine avec son gabarit, c'est vrai qu'il est un peu atypique dans son patinage mais ça marche. Donc bon après c'est important, il y a une... Voilà, on il y a des supporters qui donnent de la voix. Ouais, qui sont complètement, ouais. Non, je pense que c'est important de prendre des exemples au début quand on apprend à patiner. Et après, il faut trouver son propre style. Il n'y a pas de secret. Et moi, j'ai copié par exemple, j'ai copié Chad, j'ai essayé d'étudier un maximum Chad et Jordan Malone. Et après, on trouve sa double poussée, on trouve ses appuis et chacun fait avec ses qualités. Allez, Chad pour les lignes droites et Jordan Malone pour les virages qui était absolument monumental dans les virages. C'est incroyable. Voilà, si quelqu'un arrive à faire ça, je lui promets un bel avenir. C'est peut-être pour les courses en salle, hein, parce qu'ils font beaucoup de courses en salle là-bas aux États-Unis. Et puis ça permet aussi d'avoir une prise d'approche et puis une angulation des virages. C'est assez. Complètement. Et je pense que le fait que les patineurs français patinent mieux en ce moment et on passait un cran technique, ouais. C'est aussi grâce à tout circuit indoor qui s'est mis en place que moi j'avais pas et voilà. Ah bah voilà, on a parlé des Colombiennes tout à l'heure qui ont peut-être un petit peu accéléré trop tôt de manière précoce puisqu'il y en a une qui est en train de mettre un petit peu la béquille sur le côté. 62 Ouais, c'est le 62. Ça c'est la française Lorenzato qui est du club des Viltel. C'est une française qui pour le moment, on l'avait senti Laura Lorenzato qui arrivait un petit peu à tenir la concurrence. Ouais, c'est pas mal ce qu'elle fait. Hein. Complètement, elle fait une belle course, elle s'est bien placée. Là, elle a réussi à prendre le wagon.
Ah bah ça nous fait une Française face à 3 Colombiennes puisqu'elle est en train de revenir dessus. Ça va pas être forcément facile pour elle, mais j'ai l'impression que la 3e Colombienne a peut-être un peu présumé de ses forces quand même. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu au-delà de ce qu'elle imaginait. Elle est peut-être partie un petit peu trop tôt quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Par contre la 62 malheureusement c'est pas une Française, c'est une Italienne. Ah mince. Oh, mais bon. Je me suis trompé, ouais. En fait t'as bien fait de vérifier si tu t'es dit, attends, c'est un peu bizarre quand même. Surtout à côté d'une des consignes, mais... Ouais, c'est un petit peu étonnant. Je pensais, tu vois, c'était mon côté chauvin qui voulait quoi. Bah, l'Italienne qui réussit à se faire une petite place au soleil parmi les 3 Colombiennes. Alors on est en train de se relever un petit peu à ce moment-là de la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pratiquement au moment de l'emballage final et qu'on se relève. Par contre la Française, la 65 va réussir à rentrer, c'est une bonne chose. Et Ah ça c'est Taloussi Myriam, ça on en est sûr, et c'est de l'Alva, c'est une régionale de l'étape. Je me suis pas trompé de ligne sur ce côté-là. Bah c'est reparti, à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait? On se relève un petit peu, on reprend du jus avant l'emballage final, c'est important à ce moment-là, mais on peut se faire surprendre comme là elles se sont fait surprendre, c'est la Colombienne qui est partie. Bon après les Colombiens maintenant jouent bien le course d'équipe, sachant qu'ils ont laissé attaquer leur leader et ils ont bloqué un petit peu l'Italienne, donc je pense que ça va être compliqué pour l'Italienne là quand même de revenir. Ouais, puis elle semble un petit peu accuser le coup quand même pour l'Italienne. Exactement, techniquement c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention, même quand on est fatigué, il faut réussir à bien patiner. Et c'est pour ça que je préconise de faire des exercices techniques en fin d'entraînement et pas seulement en début. Tout à fait. Est-ce que parfois on recommande de patiner un petit peu les patins détachés en début d'entraînement? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux préconiser soit pour la technique et pour la prise d'appui? Ça fait du bien? Complètement. Là c'est quelque chose, il faut être maître de ses patins dans toutes les situations. C'est bien, ça nous permet aussi de faire une petite musculation de la cheville et ça fait du bien et voilà. Et la cloche qui retentit pour le dernier tour avec les Colombiennes qui vont peut-être réussir à signer le triplé pendant que celle qu'on imaginait française mais qui est en fait italienne, une européenne en tous les cas. On va être chauvin de ce côté-là, a réussi peut-être à prendre la 3e place. Est-ce qu'elle va réussir à revenir sur la 2e Colombienne? Ouais, ça me semblera difficile. À des Colombiennes qui peut-être ont un peu présumé de leur force, elles auraient pu faire 1, 2, 3, mais l'italienne finalement tire bien son épingle du jeu, c'est pas si mal. Non, c'est bien, je pense que l'italienne là, face à elle, ce qui se fait le mieux au monde en ce moment, elles sont vraiment à maturité techniquement, et je pense que pour des minimes filles, ce qu'elles viennent de faire, c'est une course vraiment, c'était une belle course. Elles ont super bien maîtrisé